Bonjour, c'est Romain Mousset. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Le chien, cet animal qui nous échappe de Madame Audrey Ventura. C'est un ouvrage paru en 2020. Il est auto-édité, fait à peu près 400 pages et coûte 20 €. Cet ouvrage s'inscrit dans la série de notes de lecture éthologie et éthique et est un ouvrage majeur de ces dernières années. Une présentation de l'auteur dans un premier temps. Audrey Ventura est une éducatrice canin exerçant à Valenciennes dans les Hauts-de-France, comportementaliste canin et félin également. Elle a été journaliste de formation durant 15 ans dans la presse écrite, radiophonique et télévisuelle, et elle a effectué une reconversion professionnelle en suivant notamment les formations diplômantes du docteur Joël Dehaas, vétérinaire comportementaliste belge dont j'avais présenté deux de ses ouvrages majeurs qui sont Tout sur la psychologie du chien, paru en 2009 aux éditions Odile Jacob et réédité en 2019, et également Mon chien est heureux, qui est d'une certaine façon une version synthétique de ce premier ouvrage. Ce qu'il y a de très intéressant dans la philosophie de Monsieur Joël Dehaas, que je vous invite à découvrir à travers ces deux donc notes de lecture, est qu'il est vétérinaire donc de formation, avec toute la rigueur scientifique et tous les protocoles qui vont bien, mais il a aussi une ouverture à la spiritualité assez conséquente. Cela se retrouve notamment dans la présentation de son ouvrage Tout sur la psychologie du chien, où l'auteur propose trois grilles de lecture: une lecture classique, une lecture encyclopédique et une lecture hermétique basée selon le taoïsme chinois. Donc cette philosophie se retrouve également dans l'approche que Madame Audrey Ventura a dans son ouvrage et que je partage à plus d'un titre sur divers sujets sur lesquels nous allons revenir. Donc le parcours de journaliste de Madame Ventura lui permet d'écrire de longs articles de fond de qualité et sourcés, notamment sur son blog Sinoconsulte, et relayés sur sa page Facebook qui compte à peu près 20 000 abonnés, dont je fais humblement partie depuis plusieurs années maintenant. C'est un certain nombre donc de ces articles qui composent l'ouvrage, qui est un véritable plaidoyer en faveur du chien, de son fonctionnement dans son éthologie, ainsi que l'éducation canine dite positive, sa méthodologie et ses fondements. L'auteur développe beaucoup de sujets qui sont autant de questions que chaque humain familier peut se poser, comme le choix d'un chien en fonction de sa race et de sa génétique, le choix du lieu d'adoption, portée de particulier, refuge, élevage et comment choisir son chien, l'alimentation, la stérilisation, les besoins fondamentaux du chien et comment vivre heureux avec lui en respectant son individualité, la vision du chien biaisée par la société de consommation et la culture, notamment le cinéma et les dessins animés, et j'en passe. Vous l'aurez compris, l'ouvrage brasse large sur beaucoup de contenus qui vont être vraiment qualitatifs pour tout un chacun, et par rapport à la relation qu'on peut développer par rapport à son propre chien, et nous apporter des connaissances à travers une grille de lecture vraiment axée sur le comportement du chien et le côté professionnel. Et à côté de cela, il y a également une approche qui va être un peu plus générale, avec une grille de lecture qui est très facile d'accès. Donc toutes les informations, comme je disais, sur l'alimentation, sur l'influence et notre vision du chien qui peut être biaisée par les idées reçues, la culture, l'image du chien dans notre société, etc., etc. Donc en introduction, Audrey Ventura revient sur la théorie de la dominance sur une dizaine de pages afin d'expliquer l'origine de cette théorie obsolète et ce qu'en dit l'éthologie actuellement. Alors j'avais déjà présenté l'ouvrage de Barry Eaton, Dominance, mythe ou réalité, paru aux éditions Animalin, et sorti celui-ci de mémoire en 1999 dans sa version originale. Je l'avais présenté en format 5 minutes, en format 20 minutes je crois, donc sur un format 5 minutes pour comprendre, je vais y arriver, dans un format 10 minutes pour la Team Capdol il y a quelques années, et sur un format de 45 minutes je crois. La théorie de la dominance était également l'un des piliers de l'ouvrage Des chiens et des humains de Dominique Dillot que j'avais présenté aussi dernièrement. Donc le retour sur la théorie de la dominance, c'est un petit peu un incontournable parce que malheureusement ça fait toujours partie en 2019, en 2020, des idées dépassées, obsolètes, mais qui continuent d'être enseignées dans même diverses formations d'éducation canine. Moi j'ai eu l'occasion de passer un coup de gueule là, sur Facebook en 2019 sur l'IFSA.
Et encore en 2020, j'ai eu des stagiaires du Centre européen de formation où dans leur contenu, on leur apprenait encore tout ce qui touche à la théorie de la dominance. Donc Audrey Ventura n'échappe malheureusement pas à cette règle et doit se taper tout un petit pavé sur la théorie de la dominance. Petit pavé qui est néanmoins intéressant, mais que je vous épargnerai ici puisque je l'ai déjà développé précédemment. Je n'ai pas la prétention de présenter l'intégralité de l'ouvrage, comme je le dis et redis assez régulièrement dans les notes de lecture. Les vidéos seraient beaucoup trop denses et à mon avis avec un contenu assez indigeste. Donc j'ai tendance, en proposant un ouvrage, de développer certains points clés qui n'ont pas été faits précédemment. Donc il y a évidemment toute une partie sur des comportements spécifiques du chien, comme l'agression par exemple, sur lequel je ne vais pas m'attarder, puisque je l'ai déjà présenté dans des ouvrages précédents. Donc le livre de Madame Ventura est divisé en deux parties. La première, l'éthologie, comportement et communication, et ensuite sur la relation homme-chien. La première partie de l'ouvrage comprend 21 articles ou chapitres traitant des besoins fondamentaux, des besoins vitaux, des besoins d'activité et comment harmoniser au mieux notre vie humaine et celle de nos chiens. Des apports de connaissances divers, notamment sur le besoin de liberté, sont très intéressants. À ce titre, Madame Ventura écrit: en tant que comportementaliste, éducateur en méthode bienveillante, je vous rends service en vous conseillant de ne jamais poser de laisse sur votre bébé chien quand vous le promenez en milieu naturel. Si vous souhaitez démarrer sainement votre relation avec lui, si vous voulez conserver et développer son intelligence, si vous avez à cœur d'en faire un adulte sociable et équilibré, promenez-le toujours libéré en forêt, à la campagne ou à la plage. Si la laisse l'attend, dès qu'il a quitté sa fratrie, si vous lui posez un collier autour du cou, si vous l'empêchez de rencontrer ses congénères en liberté, vous l'empêchez d'apprendre et d'évoluer. Vous serez alors contraint de consulter un comportementaliste au bout de quelques mois à cause de tous ces comportements compulsifs nés de la frustration. Cela vous coûtera de l'argent, de l'énergie et du temps pour un apprentissage qui normalement ne nécessite pas un éducateur si le chiot a été habitué tôt à s'ébrouer en liberté. Donc vous comprendrez à travers ce court passage que la philosophie d'Audrey Ventura rejoint celle qui avait déjà été développée dans l'ouvrage Tout sur le toutou de Monsieur Thierry Bédessa, les propos également tenus par Joël Dehaas ou encore d'autres auteurs sur lesquels je ne reviendrai pas, qui promeut la liberté au maximum. Alors évidemment, lorsqu'on habite en ville, il faut trouver des justes milieux et sortir des milieux urbains ou périurbains pour aller à la campagne. Et si vous avez la chance d'habiter en province ou dans la campagne, vous avez l'occasion de pouvoir profiter et offrir à votre chien des moments de liberté beaucoup plus conséquents. Pourquoi nos chiens creusent-ils? Quel rapport avoir avec la récompense alimentaire et quel intérêt le chien a-t-il à recevoir notre gratitude et à s'épanouir dans un besoin d'accomplissement? Sont autant de questions qui trouvent des réponses dans les articles fouillés et sourcés de cette première partie. Sur l'attitude à avoir concernant un conflit entre chiens, notamment Madame Ventura écrit: ça c'est un petit passage notamment intéressant, en revanche que je n'avais pas développé sur l'aspect ou le comportement d'agression précédemment, donc je me permets de lire ceci. La plupart du temps, quand deux chiens se bagarrent, les humains d'attachement respectifs veulent intervenir, et souvent de la pire des façons. Ils s'agitent, ils crient, ils tractent leur chien en le tenant par les pattes postérieures, ils tirent sur la laisse au lieu de la lâcher, etc. Ils rajoutent du stress, de la frustration, et surtout, ils empêchent les chiens de communiquer. Ils aggravent la situation qui ne pourrait que dégénérer. Quelle attitude adopter alors? Ça c'est une question qui revient assez régulièrement vis-à-vis de mes clients, ou bien même que tout un chacun peut se poser. Donc Madame Ventura écrit par rapport à cela: mieux vaut s'éloigner du chien de manière à ce qu'il voit son humain d'attachement le quitter. Il faut absolument éviter de faire couple avec lui, la présence de l'humain d'attachement à ses côtés renforce sa position et peut modifier son comportement. Il faut partir en l'appelant. Bien des chiens se stoppent immédiatement en voyant leur humain quitter les lieux avec un message clair: tu es seul avec ce différent. Si le chien est en laisse et que la bagarre éclate, il est urgent de la lâcher afin de lui permettre d'utiliser tout son répertoire comportemental. La laisse le rend vulnérable, elle lui indique qu'il ne peut plus se soustraire à la situation, il risque donc d'intensifier sa communication pour une querelle qui s'avérait anodine au départ. Dans ce contexte, il pourrait mordre alors que libéré, il n'irait pas jusque-là. L'humain, qui ne lâche pas la laisse, alors que son chien est agressé, l'empêche de se sauver, de se défendre. Il se rend inconsciemment et directement
et indirectement complice de l'agresseur. Enfin, l'humain qui s'interpose dans la bagarre s'expose à être mordu par son propre chien qui, dans un excès d'irritation, peut rediriger son agression. C'est malheureusement souvent réalisé. En dernier recours et en cas d'urgence, si l'un des deux chiens ne respecte pas la communication de l'autre, s'il ne semble pas du tout la comprendre, si l'un des deux exhibe son ventre et que l'autre continue à l'agresser violemment, si le ton monte et que l'intégrité corporelle de l'un des deux chiens est vraiment en danger, retirez votre écharpe ou votre ceinture, passez-la autour du cou de l'agresseur et serrez. En 3 secondes, il aura lâché prise pour pouvoir respirer et le chien victime pourra se sauver. Je suis constamment avec des chiens en liberté qui jouent, qui se bagarrent pour de faux, pour de vrai, des chiens qui parfois sont difficilement supportables pour leurs congénères instruits, des chiens mal codés qu'il faut rééduquer, des harceleurs, des provocateurs, des réactifs, des intolérants à toute forme de frustration sociale, des tyrans, etc. Et pourtant, je n'ai rencontré cette situation extrême qu'une seule fois. À la surprise générale, le chien couché ne portait aucune blessure, le conflit a débordé pour une raison qui nous a échappé, mais aussi impressionnant que l'assaillant a pu se montrer, il a conservé son inhibition à la morsure dans un coup de théâtre plein d'esbroufes. Adopter un chien, c'est admettre que la bagarre peut survenir. L'humain ne peut qu'accepter le rapport frictionnel et incontournable de l'espèce dont il s'apprête à partager l'existence. Il ne devrait pas pour autant l'attacher. La frustration de l'absence de liberté fait naître la colère et son lot de comportements compulsifs. Et c'est un drame, la perte de liberté rend les chiens incapables de communiquer correctement et de comprendre les messages clairs des autres. Le chien attaché finit isolé des siens. Il devient alors une espèce sociale rendue non sociable et fréquentable à cause de l'homme. Dans cet ouvrage, Audrey Ventura remet énormément le chien à sa place, mais également l'humain à sa place. Et vous conviendrez que lors d'un conflit, le fait de laisser les chiens agir entre eux, si tant est évidemment que les chiens soient bien équilibrés, et qu'il n'y ait pas accumulation de frustration comme l'écrit Audrey Ventura, les conflits sont généralement très simples et très sommaires. Mais l'humain anticipant constamment toute interaction négative, toute agression, et combien de fois j'entends dire, moi, de mon côté, que un chien reste un chien et que d'un moment à l'autre, il peut devenir une bête monstrueuse qui irait tuer quelqu'un, ou alors un autre chien en cas de conflit. Il ne faut pas oublier qu'un chien qui est bien codé, qui est bien dans sa tête, est un chien qui n'irait pas au conflit de façon inutile, et qui, si le conflit est engendré, fera tout pour minimiser les blessures et l'importance de ce conflit. Il est évident que l'humain qui tient son chien en laisse va engendrer et augmenter considérablement les rapports conflictuels. Il faut comprendre qu'en cas de situation stressante, vous avez 3 réponses comportementales possibles. Vous avez l'agression, vous avez la fuite et vous avez l'inhibition. Vous en avez une 4e qui va être l'activité de substitution, mais qui est un peu moins facile à déceler. Donc, lorsque votre chien est en laisse, qu'un autre chien, admettons, en liberté arrive, et que vous avancez, ou que vous l'avez en laisse, ou que vous le tirez en arrière, de toute façon, le chien ne peut pas s'inhiber parce qu'il est attaché et que vous êtes en mouvement. Le chien ne peut pas fuir puisqu'il sait qu'il est attaché, donc il va lui rester, comme réponse comportementale possible, l'agression. Voilà pourquoi, en gardant son chien en laisse, comme l'écrit Madame Ventura, en voulant empêcher notre chien d'interagir librement avec un congénère, nous allons modifier l'état émotionnel de notre chien qui peut démarrer une agression. Et après, évidemment, la pire des situations, comme l'écrit Madame Ventura, c'est de mettre les mains dedans parce qu'une agression redirigée est vite arrivée. Mais de la même façon, lorsque vous avez 2 hommes bourrés dans un bar, c'est souvent la personne qui va arriver se mettre au milieu pour les écarter qui va se prendre un pain. C'est une agression redirigée aussi. Ou alors après un mauvais geste qui a mal été interprété de la part de l'assaillant qui était bourré. Bref, toujours est-il que avoir sur support écrit de la part d'une éducatrice et comportementaliste canin compétent ce genre de propos est très intéressant, une fois de plus, pour tout un chacun souhaitant obtenir des informations concrètes sur tout un tas de sujets. Donc dans un autre registre, vous trouverez des articles plus techniques sur la gestion des problématiques de protection de ressources, sur les différenciations entre troubles obsessionnels compulsifs et troubles du comportement de bien-être, ou encore entre les émotions et les outils de communication et les troubles s'y référents.
La grille de lecture adoptée par Madame Ventura est simple. Exposer des informations fiables et à jour dans un style intimiste. Parfois, elle s'adressera au lecteur comme si elle racontait une histoire, permettant une information percutante et malheureusement parfois réaliste. C'est notamment le cas de l'article La tragédie du chien de berger que je vais également vous lire. Ce qu'il y a vraiment d'intéressant, c'est que la lecture est fluide et les propos sont malheureusement aussi souvent fondés. Enfin, moi je sais qu'en clientèle, j'en vois énormément. Et pour les personnes qui vont prendre des chiens de berger parce que c'est intelligent, parce que c'est vif et que on est sportif ou qu'on veut nous-mêmes avoir un chien super intelligent, ça peut créer un certain nombre de problèmes qui peuvent s'exprimer parfois concrètement à travers des comportements de frustration ou sinon ça peut être insidieux et vous pouvez avoir un chien qui peut être dépressif ou en tout cas mal vivre et par cercle vicieux, contraire du cercle vertueux, entrer dans une relation conflictuelle et absolument dégradée. Donc, pour citer Madame Ventura, prenons l'exemple le plus connu, celui que nous, les comportementalistes, rencontrons le plus souvent, le berger hyperactif. Peu importe que nous ayons affaire à un border, un australien ou à un berger suisse, le problème est le même. Les bergers sont des chiens sélectionnés aux origines pour le travail en plein air, en toute liberté, sur de grands espaces. Nous en avons fait les gardiens de nos troupeaux. Pour que la prouesse soit possible, il fallait reproduire des chiens exprimant certains comportements de prédation. Une séquence incomplète a été sélectionnée afin que le prédateur harcèle, contrôle mais ne blesse jamais sa proie. Le berger fixe le mouton et le contraint à se ranger. Si besoin, il s'élancera sur lui ou lui pincera les jarrets afin qu'il se rabatte. Mais la morsure pour tuer la proie a disparu de la séquence. Voilà génétiquement la programmation comportementale d'un chien de berger. Tant qu'il reste dans sa pâture, tout va bien, il fait ce pour quoi il a été sélectionné génétiquement. Le chien est zélé à l'ouvrage, le berger est rassuré, les moutons nettement moins. Mais un jour, ce chien de berger, ce trésor rustique et courageux, ce prédateur sensible et pétri de liberté s'est retrouvé dans nos foyers au beau milieu de nos vies accélérées, avec nos enfants qui courent et nos absences répétées. Le drame a fini par arriver, sa génétique s'est imposée à tous, il a mordu le mollet du petit qui faisait du vélo. Au pire, il sera euthanasié, au mieux, on l'abandonnera à kidnapper un guide naturaliste de haute montagne et obliger-le à travailler toute sa vie dans un bureau. C'est le suicide ou le meurtre du patron assuré. Mais les éleveurs ont continué à vendre ces chiens. Pire, des lignées sélectionnées sur le seul critère de beauté ont été développées. Cela signifie que le comportement général des géniteurs n'est plus du tout une priorité dans la sélection. Il faut juste qu'il soit très beau. Et notre berger est devenu une bête de foire à la mode exposée en concours. Des spécimens bleu merle aux yeux bleus et blancs ou des individus rouge merle aux yeux blancs ou bleus sont arrivés sur le marché. Il n'est plus possible de nommer ça autrement, il s'agit de tares génétiques qui ont été encouragées pour la vente. Et comme la demande est là et toujours là, des gens sans scrupules vendent à des amateurs des chiens porteurs de tares. Nous en sommes arrivés à un tel point que les sujets handicapés, aveugles ou sourds ou les deux sont recueillis par d'admirables associations dont la mission est de leur trouver une famille responsable. Mais la reproduction continue de plus belle, même si les géniteurs sont une catastrophe comportementale, intolérance à la frustration, hyper-contrôle, morsure non inhibée, hypersensibilité au mouvement, etc., etc. Peu importe, l'éleveur, qui n'en a que le nom, vendra tout de même son chiot bleu merle. Il le cédera à un couple d'actifs au mode de vie urbain, qui l'adopte parce qu'il le trouve magnifique et aussi parce qu'il a entendu dire que ces chiens étaient très intelligents. Le refrain classique. Notre petit berger arrive alors dans sa nouvelle famille. Sa zone de confort était jusque-là une ferme isolée et des pâtures. Les voitures, les joggers, les trottinettes, la laisse, la foule, il ne connaît pas. Il répond à des patrons moteurs génétiques qui lui confèrent le concept de la chose qui bouge. Cette chose qui bouge, peu importe sa nature, elle se poursuit, se harcèle, se contrôle, se pince éventuellement. Elle excite sa sensibilité, elle réveille sa prédation. Notre berger devient une boule d'émotions incontrôlée. Les informations autour de lui, beaucoup trop nombreuses, le transforment en une cocotte minute prête à exploser si les patrons moteurs génétiques ne sont pas satisfaits. Il devient impossible de le promener, c'est un chien inadapté qui ne supporte rien. Mais dans son malheur, il a de la chance, sa famille l'aime sincèrement. Notre petite famille s'entend dire que pour guérir ses troubles comportementaux, ce genre de chien hyperactif et hypersensible a besoin d'être saturé d'activité. Si les missions sont omniprésentes dans sa vie, ses patrons moteurs n'auront plus de place pour s'imposer à lui.
Cela semble d'une logique implacable, notre couple va donc arpenter les clubs canins et surentraîner son chien de berger. Une pléthore de loisirs lui est proposée à la maison, des plateaux cognitifs sont à sa disposition, on l'amène courir, on l'assaille de tourludites, de tricks, on lui permet même de troupoter de temps à autre, on développe son endurance, les besoins grandissent avec elle, la famille s'épuise et paradoxalement son berger empire. Il s'élance sur tout et même à la maison, son impatience devient impossible à gérer au quotidien. L'excès n'est jamais l'issue et saturer un chien d'activité, cela s'appelle du surmenage. Les besoins en activité doivent être satisfaits, c'est sûr, car il place le chien en mode exigence. Mais ici, personne n'a expliqué à ce couple qu'il devait aussi apprendre à son berger à ne rien faire en parallèle des activités et à l'intérieur même de ces activités. En cumulant les demandes, en multipliant les missions, en développant l'endurance, les adoptants ont aggravé tous les comportements de leur chien au point qu'il est aujourd'hui incapable de rester sans bouger. Il était génétiquement hyperactif, il est aujourd'hui un hyperactif hyper stimulé. Il est essentiel à mon sens de préciser ici que ni la famille ni les éducateurs qui croisent la route de ce genre de chien, ni le chien lui-même n'est responsable de tels comportements. Le problème est génétique. Elle s'impose à tous et ici l'éducation et la gestion comportementale d'un tel chien doivent évidemment être démarrées le plus tôt possible avec l'aide d'un éducateur comportementaliste expérimenté. Conscient de la réalité génétique de telle lignée de bergers, ce professionnel devrait enseigner en parallèle l'activité et l'inactivité, l'exécution d'une demande et la cessation dans l'exécution, la satisfaction du besoin éthologique et l'acceptation de l'attente pour satisfaire ce besoin. Il faudrait encadrer la prédation et trouver la juste mesure entre la permettre et la réorienter. La seconde partie de l'ouvrage est consacrée à la relation que nous entretenons avec nos chiens. Nous sommes plus sur une vision philosophique et sociologique, mais l'axe conservé par Madame Ventura reste l'éthologie du chien et une meilleure compréhension de sa nature. Des articles revenant sur la peur du loup dans nos cultures et notre rapport à l'animalité, ou encore les errances de l'anthropomorphisme, peuvent renvoyer notamment la note de lecture de l'ouvrage dont je vous avais parlé précédemment, à savoir Des chiens et des humains, de Dominique Guillaume, qui a développé aussi ce sujet j'ai perdu le terme, de la peur du loup, en fait, qui peut se transmettre dans notre vision du chien. Beaucoup de personnes qui ont peur des chiens gardent en fait cette imprégnation sociologique, si je peux le dire ainsi, de la peur du loup des temps anciens. L'auteur va apporter des conseils et des exercices à mettre en application en matière d'éducation et de rééducation comportementale, notamment dans l'article L'humain et le chien, deux animaux dont le premier s'ignore. Encore une longue citation à venir. Durant les premiers mois de sa vie aux côtés de son... Je vais y arriver. Durant les premiers mois de sa vie aux côtés de son animal humain de rattachement, le chiot va se montrer particulièrement docile, l'exception faite de quelques personnalités déjà affirmées au plus jeune âge. Avec cela, vous allez un peu plus en chier. Mais la plupart des chiots... Ça, c'était moi, c'était pas écrit. Mais la plupart des chiots va suivre comme son ombre cette figure de référence humaine, exaucer le moindre de ses souhaits et le préférer naturellement à toute autre distraction dans l'environnement naturel, évidemment. À cet âge précoce, le courage de s'éloigner, de prendre des initiatives et de se rebeller lui manque encore. À ce stade, si l'éducation a déjà démarré, le chiot est comme une éponge. À l'exception des pathologies décelables à cet âge. Il fait la fierté de sa famille humaine, il réussit tous les exercices appris en cours avec l'éducateur, il accepte d'en faire la démonstration à l'entourage, il se montre exemplaire sur un plan comportemental, c'est un bébé, dont les hormones et la génétique sont encore en sommeil, en dépit des avertissements bienveillants qui consistent à prévenir les humains que cette obéissance aveugle ne perdurera pas, et malgré les conseils de moins travailler les exercices pour privilégier la relation, je constate une grande difficulté à les entendre et une propension à abandonner dès les premières récalcitrances de la puberté. Selon les lignées et les races, l'adolescence du chien démarre aux alentours de 6 mois, il va alors voir se réveiller l'essence même de son existence. C'est là que ça commence à devenir intéressant, son animalité et l'attraction vers l'environnement naturel. Alors soudain, l'humain d'attachement est démuni. Il n'est plus le centre de l'univers de son chien. Il pense que les cours ne fonctionnent plus, on commence à entendre « il est trop têtu »,« il ne m'obéit plus » ou pire, il ne comprend plus rien. Et parfois,
C'est à l'éducateur que certaines personnes adresseront les reproches. La vérité, c'est que le jeune chien en puberté n'a plus envie d'écouter. Son humain ne l'intéresse plus assez. La réalité, c'est qu'il a trouvé plus attractif l'environnement naturel. Et ce constat s'impose toujours parce que l'homme a souvent du mal à comprendre que les exercices au clicker, l'obéissance gratuite et l'accomplissement de tours ne remplaceront jamais une relation saine et élaborée. Une relation solide et construite dans le respect de l'éthologie de l'animal. Elle renforce positivement tout ce que le chien exprime spontanément à longueur de journée à notre égard. Le problème est que la plupart du temps, ces initiatives précieuses restent sans réponse. Elles ne sont pas vues ou ne seront pas appréciées comme elles le devraient. Si les attentions et initiatives à votre égard ne sont jamais vues, valorisées et renforcées, il ne faut pas vous étonner qu'à l'âge de 6 mois, votre chien commence à vous ignorer et à préférer l'environnement qui est lui auto-renforçant. Votre chien est un animal, il est normal que sa nature le tourne vers les milieux naturels. La question qui se pose est: qui êtes-vous devenu au fur et à mesure du temps pour votre chien ? Une personne qui vit des aventures palpitantes avec lui, ou quelqu'un qui lui fait accomplir des exercices. Ce n'est pas à votre chien de devenir un humain, mais à vous de devenir un chien si vous souhaitez bien vous entendre avec lui. Devenir un chien, c'est le comprendre, lui et ses besoins, son mode de fonctionnement et évidemment sa communication. Un chien qui ne croise jamais le regard de ses humains ira inévitablement trouver le regard ailleurs. Alors, acceptez son animalité. Observez-le et renforcez-le, surtout quand il est à distance. Soyez dans le renforcement des comportements spontanés et non dans la demande rébarbative et systématique. Attendez que votre chiot propose. À cet âge-là, ils ne font que ça. Mais aveuglé par ce qu'il aimerait que son chiot sache déjà faire, l'homme ne le voit pas. D'autres citations, la citation est encore plus longue, j'avais continué de la surligner, j'ai tendance à faire ça proprement, mais après on est sur plus des citations d'exercices, et après voilà des corrélations entre des exercices, des mises en situation, et justement le fait de capter l'attention de son chien. Je ne vais pas tout vous spoiler non plus, d'où l'intérêt de lire cet ouvrage. Ce qu'il faut comprendre à travers cette citation, c'est qu'en tant qu'humains, nous ne connaissons pas les signaux de communication des chiens, nous ne connaissons pas les besoins fondamentaux du chien, nous ne connaissons pas les besoins, les envies et les... comment dirais-je, même les besoins classiques du chien, ses besoins de dépenses sociales, ses besoins d'activité cognitive, alimentaire, tout cela sont des choses qui sont ignorées généralement par l'humain. Et il est vrai que dans une société où nous voulons que les choses aillent toujours très vite et où nous voulons contrôler énormément, Audrey Ventura nous replace dans la simplicité même, à savoir lâcher prise, faites confiance à votre chien, arrêtez de vouloir le contrôler absolument, et c'est une philosophie qui est beaucoup plus axée sur le fait de développer une relation saine dans une compréhension mutuelle, qui sera beaucoup plus facile pour l'humain de comprendre le chien que le chien de comprendre l'humain, bien que celui-ci fonctionne par association, mais je m'égare. Il est beaucoup plus important d'avoir une relation saine et structurée sur la compréhension et d'avoir un chien qui nous apprécie parce qu'on lui offre la possibilité de prendre des initiatives, d'évoluer en liberté, plutôt que d'avoir un chien qui nous obéisse au doigt et à l'œil, sous une volonté de contrôle absolu. Moi je sais que ça va faire plus de 10 ans maintenant que je travaille à l'éducation et à la rééducation du chien de compagnie, et plus j'avance et plus je me dis que apprendre à son chien assis, couché, pas bouger, va au panier, reste là, pas bouger pendant des heures, c'est quelque chose qui m'indispose. Vraiment, sur mon chien, moi j'ai un chien qui tire en laisse parce que je ne lui ai même pas appris à marcher en laisse sans tirer, puisque je le promène sans laisse et que j'ai la chance d'habiter dans la campagne. Mais je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de comprendre les besoins du chien. Vous avez la pyramide de Maslow pour les chiens avec les besoins fondamentaux. Je ne vais pas partir là-dedans parce que je m'en souviens pas. Mais toujours est-il que ma devise est simple: apprendre pour comprendre et respecter. Si on comprend le chien, qu'on comprend que tel ou tel problème qu'on voit chez lui n'en est pas forcément un, ou en est devenu un par rapport à nos attitudes, nos demandes ou nos attentes qui ne correspondent pas à la personnalité ou à l'environnement de vie qu'on propose du chien, souvent on relativise, on se rend compte que là où il y avait un problème, en fait il n'y a pas forcément de problème. Alors je ne dis pas que c'est général,
Dans à peu près 60% des cas, l'humain crée ou va trouver des problématiques chez le chien qui n'existent pas. Donc plus vous allez développer une relation saine, simple dans la compréhension du chien et en lui en demandant le moins possible, plus vous allez être capable de savoir lui demander des choses de façon concrète parce que vous n'allez pas l'abrutir là-dedans. Sur une trentaine de pages, il sera question du choix d'un chien en fonction de sa race, de sa génétique et de sa lignée. Plusieurs articles permettent de comprendre l'importance de ces facteurs dans le développement du comportement de nos compagnons. André Ventura souligne la différence entre les éleveurs produisant des chiens de façon sérieuse et équilibrée et malheureusement beaucoup d'autres faisant de la reproduction sur des critères esthétiques. Les déviances du bleu merle et du rouge merle, notamment dans la citation sur l'article des chiens de berger. La période d'imprégnation est également importante dans l'environnement post-adoption et un article sur les écoles du chiot est intéressant, je l'avais déjà même relayé sur ma page professionnelle Facebook et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler parce que c'est une mode qui existe beaucoup et qui est extrêmement nocive pour les chiots lorsqu'elle est mal utilisée. La plupart des écoles du chiot dont sortent les chiens qu'il a fallu rééduquer n'en sont pas. Elles se contentent de rassembler de très jeunes chiens entre eux et de les laisser régulièrement interagir dans l'anarchie la plus totale au prétexte de les socialiser. L'éducateur ou le moniteur présent permet à ces chiots de s'ébrouer dans un lieu clos sous les yeux attendris des propriétaires qui prennent des photos. Ils sont souvent nombreux, répartis par âge, le spectacle est adorable et le concept est vendeur. Mais si l'on observe attentivement cette micro-société du chiot, on voit déjà que c'est le désordre qui règne. On pourrait écrire une thèse sur cette micro-jungle où les plus affirmés imposent leurs lois et où les plus timorés sont harcelés. D'un côté se présentent à mes yeux les futurs tyrans ne tolérant aucune frustration et ne respectant aucune demande d'arrêt de jeu. De l'autre pointe le bout de leur truffe les futurs anxieux, toujours dans l'angoisse d'être poursuivis. Je pose cette question. Qu'est-ce que les chiots du même âge laissés en roue libre peuvent-ils bien s'enseigner ? Nous amenons notre chiot dans cet endroit pour qu'il y soit éduqué. Quel enseignement un autre chiot qui vient pour les mêmes raisons pourrait bien lui apporter ? Sans des chiens adultes équilibrés à leur côté, sans un éducateur qui les sélectionne en fonction des personnalités, ces chiots ne bénéficient d'aucun cadre, d'aucun exemple. L'école du chiot n'est alors qu'une vaste garderie sans surveillance, mais très prisée par les humains qui adorent les chiots. Malheureusement, ces petites personnalités deviendront soit incontrôlables, soit fragiles. Leurs familles devront plus tard consulter pour une rééducation suivie ou une thérapie psycho-comportementale. Alors, dans cette petite citation sur l'école du chiot et plus largement sur cet article intitulé L'école du chiot, non aux garderies à la mode, Audrey Ventura va parler justement de ce concept qui peut être assez vendeur, le fait de développer soi-disant les chiots ou de faire se rencontrer les chiots entre eux. Si vous amenez des enfants dans une crèche ou une garderie ou bien même des enfants dans une école et que vous ne mettez aucun instit ou aucun encadrant dans la crèche ou dans la garderie, ça va être généralement l'anarchie la plus totale. Ça ne nous viendrait d'ailleurs même pas à l'esprit. Parce qu'on sait très bien que les petits caïds mettront la misère ou mèneront la vie dure, en tout cas aux enfants un peu plus timorés. Pourtant, dans ces dynamiques-là, des écoles du chiot, bien même sur les clubs canins, beaucoup de clubs canins proposent des écoles du chiot, des cours chiots, de socialisation du chiot, et c'est catastrophique. Je ne ferai pas de généralité, j'habite dans le département du Morbihan, à Saint-Jean-Brévelay. Je sais que j'ai fait le tour de plusieurs clubs canins en sous-marin, afin de voir quelle méthode était employée, sans arriver avec mes gros sabots. Et j'ai eu également de nombreux retours d'autres clubs canins. Et pour être tout à fait honnête, je ne connais actuellement dans le département du Morbihan aucun club canin, en tout cas sur les secteurs Pays d'Auray, Pays de Vannes, Pays de Locminé, Pays de Plormel. Je ne connais aucun club canin qui m'a été... Enfin, comment dirais-je, qui est à jour au niveau de l'éthologie et qui propose du contenu pertinent pour les chiens. J'ai eu beaucoup de chiens qui ont j'ai du mal à parler, excusez-moi. Et j'ai beaucoup de personnes qui se sont adressées à moi avec des chiens en rééducation comportementale qui
s'était fait un petit peu marcher dessus dans des clubs canins qui avaient développé une phobie sociale ou une réactivité congénère. J'ai vu pas mal de chiens cassés par des clubs canins où on était sur des approches très coercitives, très traditionnelles, mais des personnes, des humains sortant avec des niveaux de compétences et de connaissances suffisantes sur leurs chiens, à travers des clubs canins, j'en ai pas vu beaucoup. Donc toutes les dynamiques de cours collectifs, toutes les dynamiques de formatage de chiots en série ou de chiens en série, pour moi, sont à mettre dans le même panier des garderies à la mode et des écoles du chiot que présente Audrey Ventura. Une fois de plus, je ne ferai pas de généralité, il y a très certainement d'excellents clubs canins, peut-être même dans le département du Morbihan en méthode positive, mais je n'en connais pas de mon côté. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la dynamique de cours collectif où vous allez prendre une dizaine de chiots ou une dizaine de chiens de clients pour les mettre dans un parc et faire du travail assis, couché, pas bouger, du rappel, alors qu'il y a les congénères à côté, une fois de plus, si on est dans une relation saine et dans une vision du chien en respect de son éthologie, on peut même se demander quel est l'intérêt de pratiquer cela. Quel intérêt un humain peut avoir d'aller dans un club canin tous les dimanches matins avec son chien pendant 1 heure pour lui apprendre du assis, couché, pas bouger, ou du rappel à droite, à gauche, avec les congénères assis, couchés, à 4 pattes, sur le flanc, sur le dos, peu importe. Quel intérêt est-ce que ça peut avoir dans la psychologie du chien, dans la représentation de l'environnement du chien, quel intérêt est-ce qu'il y a là-dedans? Moi, lorsque les personnes font appel à moi pour me demander est-ce que je fais des cours collectifs ou est-ce que je fais de la socialisation chiot, pour les cours collectifs, déjà, je dis non. Clairement, je ne fais pas ça. Mais en revanche, pour la socialisation du chiot, je vais prendre en charge l'éducation d'un chiot en expliquant à son humain comment fonctionne ce chiot et en l'intégrant sur des balades sociales avec des chiens adultes posés en sélectionnant les types de tempéraments que je vais mettre en face. Mais il va y avoir un chiot avec des chiens adolescents, des chiens adultes, des chiens seniors. Il ne va pas y avoir 15 chiots dans un parc, parce que comme dit Madame Ventura, il n'y a aucun intérêt. Donc si vous avez un jeune chiot et que vous êtes intéressé sur le fait de socialiser votre chiot, le fait de lui montrer plein de choses et de lui apprendre plein de choses, clairement, allez-y, faites-le, mais éloignez-vous des clubs canins proposant ce genre de prestations avec un suivi ou un niveau de connaissance qui est faible, voire inexistant, ou éloignez-vous de toutes ces dynamiques de garderie et des écoles du chiot, où on fait juste du kikoulol, où les gens ils prennent les photos, c'est mignon, il y a des peluches, des machins, en plus il y a des développements de protection de ressources et de tout un tas de comportements que vous ne voudriez pas voir apparaître chez votre chien et qui pourtant arriveront. Dans les processus d'éducation et de rééducation comportementale, Audrey Ventura utilise le clicker training. Il en est fait mention à travers l'ouvrage et divers articles, et l'auteur revient sur ses origines et son utilisation. Je ne vous présenterai pas cela ici, bien que le contenu soit aussi très qualitatif, parce que dans une précédente note de lecture d'un ouvrage d'Emma Parsons, Cliquer pour calmer et rééduquer son chien agressif ou réactif, j'avais déjà expliqué les principes et les fondamentaux du clicker training. Donc dans l'ouvrage d'Emma Parsons, on est plus sur des exercices concrets de la mise en application sur de la réactivité congénère ou de la réactivité du chien vis-à-vis de tels stimuli ou d'un environnement aversif quelconque. Sur l'ouvrage d'Audrey Ventura, on va plus être sur l'une des précédentes citations dans lesquelles elle revenait sur le fait de renforcer les prises d'initiative de son jeune chiot. Tous ces petits exercices-là, Audrey Ventura va les développer en clicker training. Donc elle expose justement le principe de cette méthode et comment travailler cela. Donc on va plus être sur justement le fait de développer la confiance et le lien entre l'humain et le chien à travers ces exercices d'éducation ou de rééducation. Donc dans la continuité du livre, Audrey Ventura traitera des déviances de l'homme vis-à-vis du chien, notamment sur les projections qu'il en fait et qu'il demande inévitablement à son chien. Toute cette grosse critique est vraiment, vraiment pertinente, et enfin moi je sais que c'est quelque chose qui me parle, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à travers différentes vidéos, ou notamment à travers le nouveau projet de vidéo que je développe, à savoir la série Les Entretiens, où je m'attarde sur l'humain derrière le chien. Il est vrai que j'ai un mode de vie
assez atypique, d'aucuns diront complotiste, je vis sans télévision à la campagne et relativement en marge de la société. Donc c'est vrai que tous ces discours qui amènent à prendre du recul sur l'image que l'on peut avoir du chien, notamment influencé par la société et les médias, est quelque chose qui évidemment me plaît beaucoup. Citation de Madame Ventura, ce ne sont pas des films sur les chiens, ce sont des films sur ce que l'homme attend du chien. Il s'agit de tentatives plus ou moins ratées de prêter au chien des intentions humaines au mépris de sa nature profonde. Notre compréhension de cet animal est suffisamment laborieuse pour que nous n'y ajoutions pas le fantasme du cinéma. Le chien sera mis en scène à l'extrême, le plus souvent affublé d'une voix humaine qui nous permettra de savoir ce qu'il est prétendu penser. Il prendra des initiatives ubuesques, il se montrera si clairvoyant qu'il comprendra absolument tout ce que nous disons, ce qui lui permettra d'agir en conséquence. Ce n'est pas un chien, c'est un super-héros courageux prêt à sacrifier sa vie pour sauver la nôtre, tellement plus importante. On nous montre des chiens qui pensent et agissent comme des humains, ce ne sont pas des chiens, ce sont des monstres reflets des idéaux de l'homme. Franchement, mieux vaut s'en tenir à Walt Disney. Alors que pourtant, au niveau anthropomorphisme, on est déjà avec un bon niveau. Libre à chacun de sortir du film Fast and Furious avec l'idée d'acquérir un super bolide ou de quitter Harry Potter avec l'envie dévorante de posséder les objets dérivés officiels. Mais est-ce moral et responsable de regarder un film et de décider subitement d'acheter un chien ? Le film The Mask a provoqué une hausse des naissances chez le Jack Russell dans les années 90, Beethoven a augmenté les ventes de Saint-Bernard et plus récemment Game of Thrones a créé la mode des bergers blancs suisses et des chiens-loups. Ce sont des animaux domptés pour un film, des chimères que les personnes crédules se mettent en tête de posséder. Mais ces chiens n'existent pas plus que Rod Serooki. La réalité de ce qu'induit la vie avec un chien refera rapidement surface. Jack Russell, chien-loup, berger blanc suisse sont des races abandonnées qui peuplent les refuges. Si l'on s'intéresse aux chiens, il existe des documentaires animaliers qui soulèvent des questions pertinentes et tentent d'y répondre avec intelligence. L'éthologie et la psychologie sont au centre d'un travail d'observation scientifique et de recherche journalistique. Un film sur les chiens, pour reprendre cette formule largement utilisée, n'aurait d'à propos que si le réalisateur en charge s'intéresserait réellement à l'espèce pour la filmer de manière objective et respectueuse avec l'aide de consultants en éthologie. Mais ce sont toujours des fictions rocambolesques qui n'ont d'intérêt que de divertir le public. Le chien est un animal émotif doté d'une intelligence propre et d'une communication spécifique. Il a le droit d'être traité avec respect et ne doit pas être perçu comme un objet de production. Les effets spéciaux numériques et leur développement dans l'industrie du cinéma devraient être envisagés comme l'alternative systématique à la manière récente de certains cirques qui recourent à la technologie des hologrammes pour faire apparaître des animaux sauvages virtuels sur la piste. Bien-être du chien, bien-être du chien, bien-être du chien avant tout, et meilleure compréhension de celui-ci. C'est vraiment quelque chose, je pense qu'on tient là la ligne rouge de l'ouvrage d'Audrey Ventura. Le chien, cet animal qui nous échappe, est vraiment là pour nous permettre de comprendre ce que l'on sait et ce que l'on ignore encore sur le chien, mais justement de remettre à sa juste place le chien dans notre société et surtout à quel point notre vision qu'on a de lui peut être biaisée. J'avais présenté une note de lecture il y a quelques années maintenant de Marc Bekoff sur les émotions des animaux, où il se montrait notamment critique vis-à-vis des parcs zoologiques, des zoos classiques, dans lesquels on va même observer des animaux en cage. Quel intérêt est-ce qu'il y a à cela pour les enfants ? Moi je sais que de mon côté, je n'emmène pas et je n'emmènerai jamais mes enfants voir des animaux en cage dans un zoo, ça n'a absolument aucun intérêt. Ce n'est pas quelque chose de pertinent. La vision que l'humain a du règne animal de manière générale est biaisée, la vision que l'humain a du chien est biaisée. Donc, plus vous allez en apprendre sur le chien, sur ses capacités cognitives, sa psychologie et vraiment la profondeur de cet animal, plus vous allez vous dire que tous ces films-là sont ô combien ridicules. Enfin, je sais que tous les derniers films à la mode, les Marley et moi et toutes ces conneries-là, sont des films que je ne regarde même pas, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est bourré d'idées reçues sur les chiens, et le problème, c'est que l'humain familier classique ou le français lambda va projeter cet idéal du chien sur son propre chien, et comment engendrer conflit et frustration.
Bah voilà, vous avez la recette là-dessus. Donc une vingtaine de pages permettent de se mettre à niveau sur l'alimentation du chien, la corrélation entre troubles comportementaux et mal-être et alimentation de mauvaise qualité. Audrey Ventura avait notamment relayé un article sur l'hyperthyroïdie du chien que j'avais relayé dernièrement aussi sur ma page Facebook. Se remettre à la page aussi sur l'alimentation est aussi quelque chose d'intéressant. Je crois d'ailleurs que c'était Joël Dehaas, pour en revenir sur lui, qui expliquait que l'industrie de la croquette, il y a encore 70 ans, ça n'existait pas. Les chiens se nourrissaient en ration ménagère, ou bien même encore avant se nourrissaient à travers nos déchets, et ils évoluent depuis moins 16 000 ans à nos côtés avec ce mode de vie-là. Depuis que l'industrie de la croquette s'est lancée, et que les vétérinaires se sont mis à vendre des croquettes, certains vétérinaires vous disent que le chien ne doit manger que des croquettes le reste de sa vie. Les industriels de la croquette vont vous dire qu'évidemment c'est la panacée et le net plus ultra. Seulement avec le barf qui est arrivé il y a quelques années, et le fait que beaucoup plus de personnes se mettent à la viande crue, les industriels du barf commencent à se faire pas mal d'argent et à faire du lobbying. Et c'est notamment Joël Dehaas, dans l'un de ses anciens postes, que j'essaierai de trouver, de mettre en incrustation, expliquait que parce que maintenant les industriels de la viande crue et du barf commençaient à influencer les vétérinaires, certains commençaient à vendre l'intérêt de la viande crue comme étant beaucoup plus intéressante que la croquette. Alors, c'est un fait indéniable, mais le fait que certains vétérinaires vous disent qu'en fait la croquette c'est pas bon pour la santé du chien, mais que la viande crue c'est la panacée, alors que pendant 30 ou 40 ans, ils nous ont bassiné sur la croquette, ça me fait un peu penser à l'industrie du tabac dans les années 60-70, où les médecins proposaient et conseillaient aux femmes notamment de fumer parce que ça faisait aimer le rire, c'était des coups de faim et c'était très bon pour la santé. Quand on y repense avec 40 ans de recul, on se dit que c'est quand même assez choquant. Je pense que l'alimentation du chien, actuellement, on est sur une période charnière comme celle-ci. Donc Madame Ventura écrit les idées reçues sur l'alimentation du chien. Je ne vous citerai que ça, et ce sera la dernière citation de l'ouvrage, pour vous épargner le reste de la vingtaine de pages qui vous remet vraiment à jour. Une fois de plus, tout est sourcé, tout est documenté. Sur les idées reçues, Madame Ventura écrit: le chien n'a pas envie de manger la même nourriture sèche à heure fixe et au même endroit toute sa vie. Ce n'est pas de l'anthropomorphisme que de l'affirmer, c'est purement éthologique. J'ai envie de dire même c'est du bon sens. Le chien n'est pas un omnivore, mais un carnivore opportuniste, par opposition au chat carnivore authentique. L'opportunisme alimentaire du chien est logé dans la survie, pas dans le bien-être. En ce sens, argumenter que le chien est opportuniste pour s'autoriser à le nourrir avec des sous-produits et des céréales dans une nourriture industrielle transformée est plus que douteux, ayant plus d'ambition que de maintenir nos chiens en vie. Le risque pour un chien adulte de s'étrangler en broyant une cuisse de poulet crue ou un lapin entier est infinitésimal comparé au risque de tomber dans l'ennui mortel d'une vie sans activité masticatoire quotidienne. Les dispositifs de surélévation des gamelles sont inutiles et favorisent le retournement d'estomac. Le canidé mange au sol, l'ingestion plus difficile et donc plus lente favorise la bonne digestion et l'arrivée des aliments dans l'estomac est ralentie par la traction contraire. En revanche, le nourrir à hauteur permet l'ingestion rapide et à l'inverse d'une alimentation au sol accélère la chute de la nourriture dans l'estomac. Ainsi, une étude sur 900 chiens de grande race et de race géante a révélé une augmentation substantielle du risque de torsion avant dilatation de l'estomac. Je vous épargne Lippmann LT, Analyse of Risk Factors for Gastric Dilatation and Dilatation Volvulus in Dogs, en 2000. Finalement, je ne voulais pas épargner. Alors, la viande crue ne donne pas au chien le goût du sang. La viande crue et les proies entières ne donnent pas au chien le goût de la prédation. La prédation est toujours déclenchée par une proie vivante qui se sauve et que le chien poursuit. La caille entière morte dans la gamelle, ne se sauvera plus. Ce n'est pas parce que vous donnez un steak de viande crue à votre chien qu'il va vouloir manger le gosse du voisin. La viande crue ne rend pas le chien agressif. Par contre, un chien qui digère mal peut devenir irritable en raison de l'inconfort dans son abdomen. La viande crue est hautement digeste pour le chien. L'argument sanitaire concernant la viande crue n'est entendable que pour nous les humains et pour les chiens immunodéficients. Le chien est naturellement conçu pour digérer la viande crue même quand elle est pourrie. Plus elle sent, meilleure elle est.
Elle ne représente aucun danger pour l'immunité de son intestin qui abrite naturellement des millions de bactéries telles que la salmonelle ou le Clostridium, d'où la nécessité d'observer les bonnes conditions d'hygiène quand on manipule de la viande crue. Pour nous, pas forcément pour le chien. Moins de 100 ans d'existence de l'alimentation industrielle transformée n'a pas suffi à modifier le métabolisme du chien vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années. Le régime cru ne donnera pas de verre au chien. Son système digestif est court, de ce fait la digestion de la viande crue est très rapide et ne favorise pas le développement de bactéries ou de parasites. Enfin, l'acidité de son estomac est telle que la plupart des bactéries et des parasites n'arrivent jamais dans l'intestin du chien. Les os charnus ne sont pas dangereux contrairement aux os cuits. Grâce à ses carnassières, le chien les broie et les avale tout rond en même temps que la viande qui trouve dessus. Cuisses ou ailes de poulet, caille entière, coups de dinde, plats de côte de bœuf, croupions de volaille, épaules de lapin, manchons de canard, etc. font partie du régime carnivore. Nous en savons très peu sur l'alimentation du chien. J'entends même certains vétérinaires qui en savent encore moins sur l'alimentation du chien. Je ne veux pas me mettre les vétérinaires à dos, mais vous retirez la stérilisation et la vente de croquettes, c'est à peu près la moitié, voire les 3/4 de leur chiffre d'affaires qui fout le camp. Alors l'alimentation à base de croquettes n'est pas l'idéal pour le chien, et concernant la stérilisation, c'est le dernier gros article d'apport de connaissances qui est présent dans l'ouvrage d'Audrey Ventura. L'auteur développe sur une quinzaine de pages toutes les connaissances actuelles sur l'impact de la stérilisation du chien en s'appuyant sur 7 articles scientifiques, dont l'un synthétise 11 149 études sur certains effets indésirables, 2 livres traitant du sujet, 8 études scientifiques avec plusieurs milliers de chiens référents, une dizaine de vétérinaires scientifiques et autres témoignages et citations composent cet article sur la stérilisation. Une fois de plus, la stérilisation précoce et systématique des chiens se fait de moins en moins. Aux États-Unis et dans les pays outre-Atlantique notamment, où on stérilisait énormément les chiens de façon précoce depuis les années 90, ont démontré une explosion substantielle de beaucoup de pathologies et d'effets indésirables qui sont présentés dans cet ouvrage. J'avais, il y a à peu près 3 ans, réalisé une vidéo sur la stérilisation. Il faudrait que je la mette au goût du jour, parce que j'ai aussi appris moi-même beaucoup plus. C'est une vidéo qui était volontairement à charge, justement pour casser cette idée reçue de la panacée et en gros du passage indispensable pour le chien sur la stérilisation. Il faudrait que j'en refasse une prochainement un peu plus posée et un peu plus sérieuse. Mais toujours est-il que la stérilisation est aussi un vaste sujet qui n'est pas anodin et qui n'est pas sans risque pour la santé et le comportement du chien. Voilà, c'était Le chien, cet animal qui nous échappe de Madame Audrey Ventura, un ouvrage auto-édité paru en 2020 aux éditions Audrey Ventura, pardon. Il fait à peu près 400 pages et coûte une vingtaine d'euros. Je vous invite vraiment à le lire, c'est un ouvrage indispensable et pour moi même un ouvrage majeur de ces dernières années, je pèse mes mots. Vous pouvez retrouver Audrey Ventura et l'ensemble de ses articles dans cet ouvrage, mais c'en est une partie minime, car Madame Ventura a gardé, comme je l'avais dit en introduction, de son ancienne vie de journaliste, un intérêt assez conséquent pour réaliser des articles qui sont vraiment profonds, sourcés. Vous allez sur son blog Cynoconsulte, vous allez sur sa page professionnelle Facebook Cynoconsulte, et vous pouvez retrouver tout cela si vous souhaitez avoir des références pour pouvoir vous-même creuser le sujet. J'étais pas revenu sur ça, mais vous avez une documentation, des références et des médias, où là vous avez tout un tas d'articles, d'études, vous avez après un lexique. Vraiment, l'ouvrage est complet. Pour les professionnels du chien, ils n'apprendront pas forcément grand-chose parce que c'est un livre assez général, bien que pour tous les moniteurs de club et la plupart des personnes qui travaillent dans ces milieux-là et qui ne connaissent rien, ça va être un ouvrage vraiment avec un apport de connaissances plus.
pour chaque humain familier, chaque gardien, chaque propriétaire, chaque chien, chaque maître, pardon, et tous les qualificatifs qu'on peut mettre sur ça. Je suis désolé, je suis malade, j'ai du mal à trouver mes mots et je parle du nez. Je vous invite vraiment à acheter ce livre. 20 € pour 400 pages, c'est vraiment pas grand chose et le contenu est très très bien. Et vraiment, c'est un beau livre avec des articles, une mise en page qui peut être assez facile d'accès. Vous avez des belles photos. Vraiment, c'est un livre qui se lit très bien, une prise en main simple. Il peut vraiment se dévorer. On n'est pas sur un ouvrage assez lourd et dense, comme j'ai pu présenter précédemment sur vraiment de la médecine vétérinaire ou du comportementalisme ou de la psychologie vraiment poussée. On est sur un ouvrage léger, mais avec du contenu qui est vraiment à jour et pertinent. Donc achetez-le, achetez-le, achetez-le. Ce livre est vraiment, vraiment, vraiment indispensable. Voilà, mais j'espère que vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas à liker, à partager, même à commenter, ne serait-ce que dire un merci, ça aide aux algorithmes YouTube, et pour le référencement, on se retrouvera prochainement pour un nouvel entretien, et je pense d'autres formats de vidéos à développer avant la prochaine note de lecture. D'ici là, prenez soin de vous, et à bientôt.